Bonjour, bienvenue dans ce live où nous allons essayer, c'est pas facile parce que c'est encore très à chaud, l'élection a eu lieu avant-hier, donc l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, analyser son résultat, le résultat de Marine Le Pen, les votes blancs, les abstentions, et puis après, dans un deuxième temps, considérer les perspectives, en fait, les recompositions en cours, les législatives qui viennent. On est dans une période absolument passionnante où tout est en train de bouger, donc forcément, c'est très intéressant. On va essayer d'y voir plus clair avec Florence Heguel. Bonjour. Alors, vous êtes professeure à Sciences Po, vous êtes directrice du Centre d'études européennes. Et on va vous soumettre à un exercice, je disais, difficile, parce qu'il va falloir commenter des résultats là, qui sont encore tout neufs, il n'y a pas eu d'études encore précises, etc. Mais on peut certainement déjà dire des choses. Alors, bien entendu, ceux qui nous regardaient en ce moment, vous êtes même invités à nous poser des questions, à faire des remarques. C'est un live, c'est interactif, donc c'est aussi bien avec vous qu'entre nous cette discussion. Alors, on peut peut-être commencer par les résultats. D'abord, le premier résultat, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. On a entendu en fait des choses très diverses. Il y a 66% des exprimés, mais on a fait valoir le niveau des abstentions, plus élevé que d'habitude. On a fait valoir le niveau des bulletins blancs et nuls, plus élevé que d'habitude. Donc on a été voir le résultat par rapport aux inscrits, 44%. Donc certains disent, il n'est pas si bien élu que ça, et d'autres disent, si, il est bien élu, parce que finalement 44% des inscrits, c'est le résultat qu'on a vu pour les précédents présidents de la République. Alors quel est votre regard sur cette élection d'Emmanuel Macron ? Disons qu'en termes d'inscrits, en effet, il est plutôt bien élu. Le problème peut-être qui se pose est double, en tout cas la fragilité, s'il y a fragilité, c'est bien évidemment ce mouvement d'abstention et de vote blanc et nul qui montre quand même que c'est quand même très inédit sous la Ve République, donc ça veut dire qu'il y a eu des résistances, des réticences, des gens qui ne se sont pas retrouvés dans le choix, et on l'a bien vu pendant la campagne. Et le deuxième chose qui me semble importante pour, disons, nuancer ce que pourrait être un triomphalisme, c'est la part du vote d'adhésion qu'on avait. C'est-à-dire que quand même, on l'avait déjà vu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est encore plus fort au second tour de l'élection présidentielle. Il y a une grande partie des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron sans s'adhérer à son programme, à son projet. Oui. Donc, il y a même un chiffre, là je crois que c'est Ipsos qui a mesuré un vote d'adhésion à hauteur de 43%, les autres étant plutôt un vote pour éviter Marine Le Pen. Voilà, donc ça c'est les deux points, les deux points qui peuvent fragiliser, disons, sa victoire. C'est qu'il y a des gens qui résistent, qui ont résisté, qui ne sont pas convaincus, abstention, vote blanc et nul, et il y a des gens qui ont voté, mais en étant critique, réservé par rapport à son programme. Et donc il va commencer son mandat avec ces deux populations qui ne sont pas les mêmes. Ceux qui ont dû résister par l'abstention et le vote blanc et nul, ils sont sans doute dans une critique beaucoup plus radicale que ceux qui ont voté tout en ayant des réserves sur son programme. Donc ces deux populations sans doute différentes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les législatives et plus tard. Alors, il y a quand même une nouveauté, c'est que Emmanuel Macron a réussi à se faire élire président de la République alors qu'il se présentait au nom d'un centre autonome, on pourrait dire. C'est ce que François Bayrou a essayé de faire longtemps sans jamais y réussir. Ça, c'est quand même une nouveauté. C'est une grande nouveauté, d'autant plus que moi, jusqu'à présent, je pensais que le centre avait finalement peu d'avenir sous la Ve République, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait une place idéologique, une place politique, mais du point de vue institutionnel, tout était fait pour lui éviter d'avoir une place, à cause de cette bipolarisation, à cause du mode de scrutin. Et donc, c'est vrai que tous ceux qui ont tenté d'occuper cette place ont échoué. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau qu'un candidat ayant ce positionnement centriste réussisse. Parce que les Français une grande majorité des Français étaient plutôt tentés par ce ni gauche ni droite, ou plutôt avec la gauche et avec la droite. Et c'est toujours été, quand on fait des entretiens auprès des citoyens, ils disent souvent, finalement,
la meilleure chose, ça serait d'avoir un peu les meilleurs de la gauche, les meilleurs de la droite, et de gouverner comme ça. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est vraiment nouveau. Voilà. Mais est-ce que vous y croyez, vous? Parce que ça, c'est vrai que c'est une question importante dont on parle beaucoup. Certains disent carrément la disparition du clivage droite-gauche. D'ailleurs, les deux candidats, on va parler après du résultat de Marine Le Pen, mais là, je rebondis sur ce que vous dites. Les deux candidats du deuxième tour ont, d'une certaine manière, refusé ce clivage droite-gauche. Emmanuel Macron dit ça se joue maintenant entre les progressistes et les conservateurs, ceux qui sont ouverts sur le monde, sur l'Europe, et ceux qui se replient sur eux-mêmes. Et puis, Marine Le Pen disait, mais en fait, aujourd'hui, le clivage est entre les patriotes et les mondialistes, comme elle dit. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que réellement on voit une disparition en cours ou un affaiblissement, en tous les cas, du clivage droite-gauche? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans une période de transition. Donc on ne peut pas fixer pour le moment les choses parce qu'on est dans une période de transformation et de transition et que le clivage droite-gauche, il peut se recomposer. Il peut avoir une période de flottement et puis se recomposer sur d'autres enjeux, sur d'autres grandes transformations. Historiquement, on a pu le voir. Et donc se reconstituer. Donc avant de dire c'est complètement fini, le clivage gauche-droite, peut-être faut-il dire l'ancien clivage gauche-droite est en train de se transformer et il va y avoir la reconstitution d'opposition sur d'autres thèmes qui prendront... Après, ça peut reprendre la forme d'un nouveau clivage gauche-droite. C'est peut-être ça qui se passe. L'impression qu'on a en tous les cas, c'est qu'on est plus actuellement sur le clivage droite-gauche, sur tout ce qui concerne les questions culturelles, et moins sur la question sociale, moins sur les questions économiques, qui pour l'instant ont l'air d'être... on a l'impression que c'est ça, c'est une redéfinition. Peut-être ça changera encore après. Je pense que la question sociale va revenir au galop, mais actuellement, on a l'impression que voilà, ça se fixe plutôt sur les questions culturelles que sur la question sociale. Oui, sur le long terme, on a vu ça, cette dimension culturelle prendre de plus en plus de la place, distinguer la gauche et la droite de plus en plus. Ça, on l'a vu sur plusieurs années, à partir de la fin des années 70. On a vu cette montée du clivage culturel et très fortement. Et peu à peu supplanter l'opposition économique. Et derrière cette opposition économique, il y avait aussi la question de la place de l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'on est pour plus d'État ou moins d'État dans l'économie? Et ça c'est petit à petit, ça s'est brouillé. Et aujourd'hui, on va voir si ça va se retravailler complètement le clivage gauche-droite. C'est sans doute. Ça, c'est une des questions passionnantes d'ailleurs du moment qui vient. Alors, on a des questions qui commencent à arriver et je vous en remercie. D'abord, Bertrand qui dit « Le seul fait que seuls 16% des votants de Macron ont voté en adhésion avec son programme ne risque-t-il pas de rendre très difficile le passage de ces réformes ?» Oui, c'est un peu ce qu'on disait au début de cette discussion. Si on ajoute ceux qui n'ont pas voté pour lui, plus ceux qui ont voté par rejet de Marine Le Pen, c'est vrai qu'il y aura un travail à faire, comme tout le monde l'a dit. Et c'est vrai que ce qu'on a entendu au premier tour et au second tour de la part des représentants d'Emmanuel Macron, c'était plutôt... On a eu 24% d'adhésion à notre projet. C'est ça. Et c'est vrai que là, c'est peut-être pas totalement la réalité. Et c'est vrai qu'il va falloir travailler avec un début de quinquennat où il n'y a quand même pas une adhésion très forte au projet stricto sensu d'Emmanuel Macron. Et donc je pense qu'il va y avoir aussi des aménagements. Il va y avoir... Voilà, je pense qu'il a entendu ça. Alors que jusqu'à quel point, qu'est-ce qui est le socle sur lequel il peut pas revenir? On va voir, mais je pense qu'il y aura quand même des adaptations. Ne serait-ce que la question de la loi travail par ordonnance, c'est vrai qu'on voit réagir les syndicats, y compris la CFDT, et que ce matin, on sentait bien que déjà, peut-être on allait mettre un peu de l'eau dans le vin. Là, par rapport à... Oui, peut-être, parce que c'est vrai que la situation est une situation qui reste tendue, de toute façon. Donc, tendue du point de vue politique et tendue du point de vue social. Et donc, voilà, moi je m'attends à des réaménagements, en tout cas. Oui, après,
Quel est le périmètre qui va rester, je ne saurais dire. On va voir. Alors Christiane, depuis 2 jours, j'entends que les partis se présentent comme la gauche sociale. Alors attendez, j'ai un problème. Voilà. La gauche sociale, la droite sociale, le social-libéralisme, le social-nationalisme, l'écologie sociale. Pensez-vous que nous allons vraiment vers plus de social? Ce que je pense que ça redevient au centre de la redéfinition du clivage gauche-droite. C'est-à-dire que je pense que les différences culturelles, comme je le dis, la différence culturelle entre la gauche et la droite, c'est finalement maintenant assez acquis. Oui. Et que le travail qui va être en cours, c'est de justement savoir comment ça se recompose autour de la question sociale. Mais la question sociale, c'est un mot. Il faut, moi derrière, je pense, la question sociale, c'est la question des transformations du capitalisme, c'est-à-dire quel type de société économique, d'économie de marché, on va mettre en place. Et moi, je pense que c'est cette question-là, des transformations du capitalisme, avec la question de l'organisation du marché du travail, la question de la digitalisation, d'Internet, la question de nouveaux secteurs, des services, de la désindustrialisation. Toutes ces questions économiques et sociales vont quand même être au cœur de la redéfinition des choses. Et ils n'ont pas la même vision. Très clairement, au sein de la gauche, les différents courants n'ont pas la même vision de cette transformation du capitalisme. Et je pense qu'en effet, ça va être au cœur de ces prochaines années. Oui, d'ailleurs, on l'a bien vu au premier tour entre justement les positions d'Emmanuel Macron soutenues par une partie du Parti socialiste et celle de Benoît Hamon, celle de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. On a bien vu déjà qu'il y avait des conceptions très différentes, effectivement, par rapport à la critique, en fait, du capitalisme tel qu'il est, du néolibéralisme tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Alors, c'est sûr que moi, je dis capitaliste parce que le libéralisme, c'est sûr que c'est la matrice d'Emmanuel Macron, d'un point de vue politique et économique. Mais en même temps, quand on compare aux autres pays européens, la France reste un pays où les prestations sociales, l'intervention de l'État restent très très fort et va rester sans doute assez fort. Donc c'est vrai que quand on parle d'ultralibéralisme, c'est qu'on ne regarde pas par comparaison avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, parce que la France n'est pas un pays ultralibéral du point de vue de l'intervention de l'État, du point de vue de la part des prestations sociales, du point de vue de la protection sociale. Oui, c'est ça. Donc on va voir d'ailleurs clairement ce qu'Emmanuel Macron veut faire par rapport à ça. Pour l'instant, ça reste quand même relativement flou. Pour l'instant, c'est sûr qu'il y a une volonté très claire et très affichée de libéralisation du marché du travail. Ça, c'est certain. Mais c'est un peu ce qu'avait fait Schröder en Allemagne. Ou ce que peuvent avoir fait différents leaders Tony Blair en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est très clair et c'est une forme de libéralisation, ça c'est certain. Mais c'est ce qui fait dire qu'il est libéral, très fortement. Mais après, c'est vrai que là où il va placer le curseur exactement, on ne sait pas tellement. Oui, c'est ça. Alors, on a une question de Pascal. Le rejet de Valls n'est-il pas une réaction trop émotionnelle qui pourrait être coûteuse? Alors, c'est vrai que ce matin, Manuel Valls a annoncé qu'il voulait se présenter sous l'étiquette La République en marche et qu'aussitôt, certains disent, mais à ce moment-là, il faut l'exclure du Parti socialiste, il n'est plus au Parti socialiste. Alors, ce qui est sûr que pour le Parti socialiste, comme pour les Républicains, ils jouent un peu leur peau quand même. C'est-à-dire que s'ils acceptent qu'il y ait cette double allégeance, ils perdent un peu leur socle. Parce que très concrètement, un député qui va être majorité présidentielle, il va aller s'inscrire dans le groupe de la majorité présidentielle et du point de vue de la dotation publique, de l'argent public, s'il s'est inscrit dans ce groupe, c'est ce groupe qui aura l'argent. Donc, il se joue quelque chose de cet ordre. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour Emmanuel Macron de dire vous vous inscrirez dans le groupe parlementaire majorité présidentielle parce que ça lui donne la dotation publique et ça fait qu'il va pouvoir pérenniser sa formation. Et pour les Républicains ou le Parti socialiste, ça va être une perte très forte. Bon, ça, c'est un premier point. Pour ce qui concerne la question de Manuel Valls,
c'est assez logique, en fait, d'un point de vue idéologique, qu'ils rejoignent Emmanuel Macron. Voilà, on est dans une sorte de logique, puisque c'était quand même... Bon, il n'a pas réussi à le faire, mais c'est quand même son projet également. Il partage un peu le même projet. Et donc, d'un point de vue idéologique, c'est assez logique, ce mouvement. Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'antivalses ? Je pense que y a aussi maintenant dans la vie politique beaucoup de mouvements qui sont des mouvements réactifs à des personnalités, quoi, et à très court terme. Mais d'ailleurs, on l'avait déjà vu avec Chirac. Chirac, il est passé de quelqu'un de Hony en 95 pendant l'élection de 95. Après, c'est le grand-père de tous les Français, très sympathique. Ça, il y a quand même beaucoup, je trouve, de réactions un peu à court terme sur les personnalités politiques. Oui. Alors, Marie-Brigitte, n'y a-t-il pas un danger pour Macron à ne pas se définir? Il faut bien suivre une tendance ou une couleur politique pour faire des choix. Alors, je pense que, d'une part, pendant sa campagne électorale, il a choisi, il avait quand même un objectif, c'était de rallier des électeurs. Et très clairement, en tant qu'observatrice, je pense qu'au premier tour, il a voulu rallier des électeurs de droite, surtout, parce qu'il a vu justement la fragilisation de François Fillon. Donc il a eu plutôt une stratégie de premier tour qui était un peu plus à droite, et une stratégie de deuxième tour qui s'est un peu gauchisée. C'est ça. Donc ça, c'est aussi une stratégie électorale. Après, je pense qu'on rentre dans une autre séquence quand on est élu président de la République et quand on est au gouvernement. C'est qu'il n'a quand même pas cette échéance, il ne sera pas en campagne électorale tout de suite, il va peut-être pouvoir déployer des choix qui seront plus lisibles que ce court terme de la campagne électorale. On sait, l'équipe de Macron, elle a été très nourrie de marketing, de communication, etc., donc de calcul pendant la campagne électorale. Oui. Maintenant, on passe dans un autre moment où peut-être il va clarifier ses choix. En tout cas, il va être obligé. Oui. Ça s'entend d'ailleurs parce qu'on entend beaucoup la langue managériale dans le vocabulaire employé par En Marche. Alors, en attendant une autre question, là j'aimerais bien qu'on en vienne quand même, qu'on dise un mot du Front National, qui était quand même le challenger. Marine Le Pen a fait 33,94% des exprimés. Alors là, c'est pareil, c'est comme pour Macron, on a entendu un peu tout et son contraire, à savoir, c'est quand même une magnifique réussite, elle a progressé entre les deux tours, elle a fait un score évidemment qui est très supérieur à celui qu'avait pu faire son père en 2002, etc. etc. Et puis d'autres qui disent oui, mais en même temps, c'est quand même moins bien que ce qu'on espérait. Elle est même pas à 35%, à un moment donné, ils espéraient 40%, etc. Et puis c'est vrai aussi que si on regarde les cartes du premier et du second tour, on voit qu'elle progresse en fait surtout dans ces zones de force. Auprès des catégories populaires, notamment dans certaines zones à l'est, au nord, au sud-est, etc. Et qu'elle a des difficultés en fait à élargir son audience. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que c'est plutôt réussi, plutôt pas si bien réussi que ça? C'est quand même beaucoup, 33%. Oui, moi je trouve que sur le long terme et sur l'évolution, c'est quand même une progression. C'est quand même une progression du Front National en nombre de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc voilà, sur le temps moyen, c'est une progression. Alors, par rapport c'est vrai que... par rapport au sondage et surtout par rapport peut-être au sentiment qu'on a eu à la suite du premier tour. C'est-à-dire c'est ce moment où Marine Le Pen a tout de suite pu se repositionner dans la campagne entre premier et second tour et où il y a eu très clairement un flottement du côté d'Emmanuel Macron où on s'est dit, bon ben voilà, elle pourrait aller plus loin. Mais je trouve que globalement c'est quand même une progression importante. Voilà, du point de vue de l'enracinement, du point de vue oui, je pense qu'on peut dire ça. Je veux dire, après, qu'ils aient cru, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, qu'ils aient cru, Jean-Luc Mélenchon, c'est un succès. Au premier tour, évidemment, et en même temps, ils étaient très déçus. Mais de fait, c'est quand même un succès. Simplement, à un moment donné, dans la campagne, on espère mieux, voilà, on s'emballe. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il va falloir que...
réfléchir à cette question de la progression constante, tendancielle des résultats du Front National et pas simplement se dire, bon, bah, c'est bon, cette fois-ci, le Front National n'est pas passé, on peut se recoucher, parce que bah, le temps continue et à force de monter, on a bien vu que le Front républicain ne fonctionnait plus comme avant, il pourrait bien finir par avoir la majorité si on ne se préoccupe pas de ce qu'essayent de dire ses électeurs, en fait. Et ça fait un moment qu'on dit ça, parce que c'est vrai qu'en 2007, le Front National, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, a baissé en nombre de voix. Il y a eu une partie des électeurs du Front National qui ont voté Nicolas Sarkozy. Donc il y a eu cette baisse et on s'est dit, bon, peut-être c'est une baisse qui sera plus structurelle, plus définitive. Et ça n'a pas été le cas. Ça s'est reconstitué. C'est ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire, on est dans une logique de progression de toute façon, je pense. Voilà, c'est ça. Donc il ne faut surtout pas l'oublier. Alors on a une question de Sylvie. Que penser du fait qu'il affirme, alors je pense que c'est Emmanuel Macron, affirme que le libéralisme économique est une valeur de gauche? Oui, je pense que la question, c'est la redéfinition de ce qu'est la gauche. C'est-à-dire qu'il y a deux grands axes. Il y a un axe qui est un axe économique et social, où d'un côté, il y a des pro-étatistes et d'autres plutôt des gens qui sont pour miser sur l'individu au niveau économique et social. Et puis il y a un axe culturel, où d'un côté, il y a des gens qui sont plutôt ordre moral, pour le dire vite, et des gens plutôt pour le libéralisme culturel. Clairement, Macron, il est libéralisme économique, politique, culturel. Voilà. Il est très cohérent, libéralisme. Et je pense que derrière, il met en cause le fait que l'État, ça soit une valeur spécifiquement de gauche. Et que derrière, il disait l'individu dans des solidarités, l'individu dans des solidarités locales, c'est autant une valeur de gauche que l'État. Et je pense que c'est de cette manière-là qui peut dire le libéralisme, y compris économique, peut être une valeur de gauche en replaçant l'individu, non pas l'individu simplement calculateur, non pas l'individu simplement intéressé par son propre intérêt, mais un individu plus complet comme acteur central de l'économie. Je pense que c'est bon. C'est comme ça que j'expliquerai qui peut le dire. Qui peut le dire. Parce qu'évidemment, en face, on va dire, oui, mais non, la gauche, c'est la régulation, en fait, de l'économie. C'est d'abord ça. C'est l'État et dans toutes ces... Mais il y a eu des mouvements, anciens qui remettent en cause le fait que la gauche se définisse par rapport à l'État, par exemple. Je pensais, Anthony Giddens ou qui a inspiré Tony Blair, etc. Plein de penseurs qui... Voilà. Donc il est dans cette partie de la gauche qui essaye de faire un travail idéologique en disant, finalement, le référent de la gauche, ce n'est pas l'État, en gros. C'est ça. Alors, Pop nous demande quel est le programme d'Emmanuel Macron en matière de culture. Alors, moi, je voudrais lui conseiller de lire un article de Télérama parce qu'on a interrogé tous les candidats sur leur programme culturel et donc évidemment vous avez peut-être mieux Emmanuel répondre Macron. Que moi, alors. Non, je ne réponds pas à votre place, mais vous avez vous le voyez comment c'est quelque chose que vous avez regardé un peu ou pas du tout? Très peu, donc j'ai très peu regardé, je n'ai même pas lu votre, alors, votre dossier. Dès qu'on a fini, je vous ferai cadeau d'un numéro de Télérama et je recommande à Pop de s'y reporter pour ne pas revenir là-dessus. On pourrait peut-être passer à la deuxième partie de cette conversation sur donc les recompositions en cours et bien sûr à court terme ces législatives parce que effectivement Emmanuel Macron, tout à l'heure on l'a dit, est bien élu mais c'est quand même très fragile, donc il va avoir besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir mener son programme, et ça, c'est pas encore joué. Il va avoir des candidats, La République En Marche, partout, mais il va avoir, hier on l'a entendu, avant-hier maintenant, pardon, on l'a entendu tout de suite, il va avoir des candidats LR, il va avoir des candidats Insoumis, il va avoir des candidats Front National, Parti Socialiste sûrement, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que là, c'est encore plus fragile. Alors, on peut peut-être commencer par la droite, par rapport aux compositions et par rapport aux législatives.
On a bien vu que LR joue ces législatives avec presque l'espoir de pouvoir même avoir une majorité absolue et donc un Premier ministre issu de ses rangs. En même temps, évidemment, il est concurrencé sur sa droite par le Front National, sur sa gauche par Emmanuel Macron maintenant. Donc comment vous connaissez bien la droite de gouvernement? Vous avez écrit un livre sur eux. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez des recompositions en cours ou pas vraiment? Ah si, moi je trouve qu'il y a clairement des recompositions en cours. Après, jusqu'où elles vont aboutir, je ne sais pas. Hein, et c'est vrai que les législatives pour ça seront très intéressantes. Il y a des recompositions en cours. Alors au niveau des dirigeants de la droite, hein, oui. Parce que ce qui était étonnant, c'est que l'UMP a été fondée en 2002 en disant c'est la droite et le centre. Hein, oui. Et on n'a pas beaucoup entendu le centre, en fait, pendant cette période. C'est-à-dire que si on regarde les positions UMP républicain, il y a eu plutôt un mouvement de droitisation, hein, pour le dire vite, on pourrait discuter. Et les centristes étaient assez silencieux, en réalité. Donc moi, ce que je vois en termes de recomposition, c'est quand même cette question, est-ce que l'UMP, ça va rester la droite et le centre ? Où les centristes qu'on n'avait pas tellement entendus depuis 2002 de manière très forte vont justement s'autonomiser. Hein, oui, c'est ça. Et à l'appui de ce mouvement, il y aurait aussi les jupéistes, hein, clairement. L'équipe d'Alain Juppé qui sans doute n'a pas beaucoup à perdre maintenant, et donc il peut à un moment donné aussi appuyer ce mouvement-là. Donc je pense qu'il y a, je ne connais pas la réponse encore, mais je pense qu'il y a une vraie recomposition qui se joue au sein des Républicains. Et elle va se jouer aussi au niveau des législatives pour les électeurs. C'est-à-dire que les électeurs centristes, de centre droit, centristes, est-ce qu'ils vont s'autonomiser en fait d'un vote qui était un vote républicain classique depuis quelques années? Est-ce qu'ils vont se dire, on donne une majorité à Macron? Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont très inquiets. Oui. Hein, ils sont très inquiets en disant on va exclure ceux qui vont faire majorité présidentielle, parce que c'est absolument décisif. Parce qu'on a un peu toujours tendance à penser que la Ve République, c'est un régime uniquement présidentiel, mais non, pas du tout. C'est un régime mixte, c'est un régime hybride où les élections législatives sont absolument centrales. Et donc, ça va se jouer beaucoup de choses lors de ces élections législatives. Oui, on le voyait bien d'ailleurs dès dimanche soir sur les plateaux de télévision, où on disait, par exemple avec Bruno Le Maire qui a tout de suite été en direction d'Emmanuel Macron, on a dit il sera exclu du parti, etc. On voyait bien la tension. Ça va jouer, bien sûr, il va y avoir des indices avec les résultats d'abord voir la campagne qu'ils vont mener et les résultats des législatives, mais même sans doute après, non? Oui. Alors c'est sûr que pour un certain nombre d'élus, par exemple des Républicains, ils n'ont peut-être pas intérêt maintenant à rallier Emmanuel Macron. Il faut peut-être attendre les législatives. C'est ça. Hein, donc voilà. Ils ont peut-être pas, parce que c'est vrai que là, ça va être, par exemple, pour un poste gouvernemental. C'est vrai que le temps va être court. Hein, le gouvernement, il va juste être de lundi prochain au 18 juin, en gros, le deuxième tour de l'élection législative. Donc, se griller ou se mouiller pendant cette période, c'est peut-être pas le moment, mais c'est aussi après qu'on verra les éléments. Oui, c'est ce que je disais, il faudra surveiller. Alors, Sébastien, pour ma part, un constat s'impose. Le renouvellement du politique, c'est le renouvellement du personnel politique et non pas des idées. Alors, c'est le constat qu'il fait. Vous êtes d'accord avec ce constat que le renouvellement politique, ça serait d'abord celui des têtes, en fait, plus que des idées? Je ne sais pas quelle est l'idée derrière. Oui. C'est-à-dire que je pense que le renouvellement des idées est beaucoup plus lent. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a en cours une transformation. Je dirais des clivages ou des structures idéologiques. Je pense qu'on est dans un mouvement, grande crise économique, mouvement de mondialisation, tous ces mouvements de long terme, et qu'il va y avoir un renouvellement, il est en cours, on le voit, et on ne sait pas encore à quoi il va aboutir. À plus court terme,
il y a la question du renouvellement du personnel politique. Mais ça, pour le moment, quand on voyait, par exemple, les plateaux au second tour de l'élection présidentielle, on n'en était pas encore totalement là. Hein. Oui, il y avait Ségolène Royal, il n'y avait pas encore cette le maire de incarnation. Lyon, Gérard Collomb, voilà. c'est ça. Il n'y avait pas encore cette incarnation. Je pense que c'est évidemment pour Emmanuel Macron l'enjeu de la formation de son gouvernement, parce que je pense que si je serais je serais très attentive à mettre vraiment des gens nouveaux. Quelques anciens, mais vraiment des gens nouveaux, parce que sinon, ça n'incarnera pas ce qu'il a promis, et vraiment, on va le voir de manière très forte. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore tellement vu, le renouvellement, à part lui, d'un certain point de vue, à part lui, on ne l'a pas encore vu, donc, mais je pense qu'on le verra au gouvernement, je pense qu'il va... Il va y faire attention. Et puis évidemment, dans les candidats que En Marche va présenter pour les législatives. Oui, ça c'est passionnant hein, pour quelqu'un qui étudie la politique de voir comment on va renouveler comme ça tout un ensemble de candidats. Est-ce que ça va être parce qu'il y aura une partie quand même de candidats qui ont été candidats au municipal. On va retrouver aussi des gens qui ont déjà eu une carrière politique hein, au niveau local. Bien sûr, évidemment. Hein, bien sûr, qui vont saisir l'opportunité. Voilà, ça c'est certain. Sûr. Marie-Brigitte pose une question également. Qu'en est-il du culte de l'homme providentiel façon monarque au soir de l'élection? En 2017, n'est-ce pas en grand décalage avec la France d'aujourd'hui, on attendrait un nouveau style? C'est vrai qu'il y avait une mise en scène à la pyramide du Louvre qui était effectivement assez solennelle. Oui, je pense que d'abord ce qui était étonnant, c'était que ça se passe au moment des résultats et pas au moment de l'investiture. Moi, c'est ça aussi ça m'a étonnée d'avoir ce symbolisme très fort. Bon, on l'a beaucoup dit à la Mitterrand, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas l'investiture, on n'était qu'au moment des élections. Donc, c'était encore plus, je trouve, tôt dans l'événement. Et alors, je pense qu'ils jouent, je pense que c'est beaucoup de très bons communicants hein, qui travaillent beaucoup sur ça. Et donc, ils jouaient à la fois sur ça pour un petit peu peut-être contrecarrer sa jeunesse. Et en même temps, dans son discours, certains commentateurs l'ont noté, moi aussi je l'ai noté, il a beaucoup dit « vous » et pas « je ». Il a beaucoup dit « vous allez faire ça », etc. Donc je pense qu'il essaye toujours d'avoir un complexe équilibre entre de la personnalisation et justement de la dépersonnalisation en disant « vous ». Mais c'est vrai que c'était le seul qui n'a pas joué ça, c'est Benoît Hamon. Ouais. Dans cette élection, le seul qui a vraiment dit « je ne suis pas un homme providentiel », c'est Benoît Hamon. Les autres... Hein, que ce soit Marine Le Pen, évidemment, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, qui malgré, même s'il il veut présenter une alternative démocratique, mais il joue aussi quand même l'homme providentiel, il personnalise énormément également, hein, et Fillon, et François Fillon aussi. Donc le seul qui n'a pas joué ça c'est Benoît Hamon, et ça ne lui a pas tellement réussi. Hein, donc oui, c'est peut-être pas tout à fait en phase, et en même temps, ça marche encore. Oui, un petit peu, quoi. Je veux dire, si j'observe de manière... Oui, parce que même Benoît Hamon l'affirmait. Je suis pas... Et puis, on ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul homme qui peut tout régler. Et il a raison. Il faut jouer l'horizontalité, il faut faire monter... Voilà, puis il y a des associations, il y a tout ça. Donc là aussi, la démocratie participative, délibérative, etc. Il était là-dedans. C'est vrai que ça n'a pas accroché. Il a raison sur le fond, je dirais. On sait bien que dans nos sociétés, ce n'est pas un homme providentiel qui va changer les choses. C'est bien que c'est tellement complexe. Mais en même temps, ce qu'on peut constater, c'est que quand on tient ce discours qui est peut-être raisonnable, et ben ça ne marche pas si bien que ça. Oui, c'est ça. Hugo, le vote de dimanche représente une fracture entre les perdants du monde du travail et les intégrés de la mondialisation. Comment gérer cette fracture dans les années à venir? Alors c'est vrai que ça a été beaucoup décrit. Oui, mais c'est vrai. Je pense que c'est en partie vrai. Hein. Alors moi, comment la gérer? Si je le savais, je serais à la place d'Emmanuel Macron. Non, mais je pense que c'est pas facile. Mais ce qui est sûr, alors c'était surtout le premier tour. Hein. Le premier tour a été quand même flagrant. Cette fracture, cette fracture sociale. On pourrait même dire de classe, hein, oui, bien sûr. Entre du premier tour. C'est plus compliqué
au second tour, parce que c'est sûr que, en gros, ce que j'ai vu, comme vous, dans les enquêtes, et on n'a pas encore des données qui sont vraiment fiables, très sérieuses, c'est que quand même, Emmanuel Macron est majoritaire dans toutes les catégories, sauf les ouvriers. Donc il a quand même aussi un électorat de classe moyenne, d'employés, etc. Mais c'est surtout la catégorie ouvrière. Mais vous avez raison, c'est bien ça qui est en jeu. C'est pour ça que je disais, c'est aussi les questions de transformation du capitalisme, quoi, de la désindustrialisation, la mondialisation, la désindustrialisation, donc le passage d'une économie de services, la digitalisation, tous ces éléments-là sont au cœur de ces transformations. Et c'est vrai que ceux qui sont perdants de ces transformations n'ont pas voté Macron. Ce sont aussi ceux qui sont plus pessimistes. Il y a tous ces éléments-là. Et l'opposition rurale-urbain est aussi assez forte. Donc tous ces éléments montrent que c'est bien ça qui est en jeu. Alors comment le résoudre, ça, je pense que je ne sais pas comment résoudre, mais ce qui est certain, c'est qu'il doit prendre conscience de ça, quoi. Parce que, oui. D'autant plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est ça aussi qui amène petit à petit le Front National aux portes du pouvoir. C'est aussi là-dessus qu'il s'appuie, c'est auprès de justement plutôt des perdants de la mondialisation, et puis les moins diplômés, et puis ceux qui sont dans les régions les plus difficiles, etc. Et donc si effectivement il n'y a pas de prise de conscience de ça, on court quand même vraiment à la catastrophe. Oui, et puis la nouveauté de cette élection, c'est aussi le vote Mélenchon. C'est-à-dire qu'en 2012, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon n'était pas un électorat populaire. C'était un électorat de classe moyenne du service public. C'était pas un électorat ouvrier, c'était un électorat d'animateurs sociaux, de profs, voilà, de ce type d'électorat. La réussite de Jean-Luc Mélenchon lors de cette élection, c'est quand même d'avoir réussi à convaincre les jeunes et les chômeurs et les catégories populaires. Donc c'est les deux oppositions à Emmanuel Macron, l'extrême droite et la gauche insoumise, la gauche mélenchoniste. Et à eux deux, ils mobilisent quand même pas mal les catégories populaires. Donc c'est ça qui est vraiment, véritablement en jeu et qui est nouveau parce que Mélenchon n'avait pas réussi en 2012. Il en parlait, mais... Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il arrive, lui, à faire justement concurrence au Front National et à ramener vers lui des gens qui pouvaient être tentés de voter pour le Front National. Alors ça nous amène à la dernière partie de ce débat, parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de la recomposition à droite, mais pas à gauche. Là, j'aimerais bien votre regard. Je sais bien que c'est très difficile, il ne s'agit pas de faire de prospective, mais quand même, qu'est-ce que vous voyez là en mouvement? C'est vrai que on voit un PS réellement là menacé d'éclatement, entre toute une partie qui irait vers Emmanuel Macron, et puis une partie autour de Hamon, etc., qui pourrait s'autonomiser ou essayer de trouver des accords avec les Insoumis et tout. On voit aujourd'hui la force des Insoumis, mais avec l'impression pour l'instant, en tous les cas de la part de Jean-Luc Mélenchon, d'un refus d'alliance à gauche. Donc, comment est-ce que vous voyez-vous les recompositions possibles, en tous les cas le cadre des recompositions qui vont venir à gauche? Alors, bon, pour revenir un peu sur l'explication, ça fait un moment que les personnes qui travaillent sur le Parti socialiste disent que c'est un parti qui est fermé sur lui-même, qui est un parti d'élus, qui est un parti... Donc c'est un mouvement qui date de longtemps, ce mouvement disons, d'affaiblissement du Parti socialiste, un peu fermé sur lui-même. Donc ça, Et d'ailleurs, en même temps, les primaires socialistes se sont bien passées, et en même temps, c'était une génération la même génération qui se connaissent par cœur, qui ont vécu ensemble, quand on voit Montebourg, Hamon, Peillon, etc., et qui restaient enfermés quand même dans le monde du Parti socialiste. Donc c'était assez sclérosant aussi, d'un certain point de vue, ce point de vue-là. Alors, je pense que
on ne sait pas si ça va tenir, hein. On ne sait pas du tout si ça va tenir. Voilà, les partis peuvent... Alors, ils peuvent pas jamais... Ils disparaissent jamais vraiment, hein, parce que le parti radical est toujours là. Une vraie disparition est rare. Mais enfin, il n'en reste plus grand-chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par rapport à ce que ça a été. Voilà, c'est ça. Mais ils peuvent devenir vraiment... périphérique. Alors, la question du rapprochement entre, disons, le courant autour de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus évident du tout, hein, parce que je pense que la France Insoumise est quand même très agressif vis-à-vis des socialistes. Hein. Je trouve qu'on l'a vu aussi lors de cette campagne. Et se vit comme en position dominante, hein, totalement en position dominante vis-à-vis des écologistes, vis-à-vis des socialistes, et ils veulent jouer cet élément-là. Donc, je pense que moi, je crois pas, je suis pas sûre, en fait, d'un rapprochement, en fait, de ces deux gauches-là. Et en plus, on voit quand même aussi, alors bien sûr c'est marginal, on voit aussi se constituer une gauche encore plus radicale que les mélenchonistes, en tout cas dans la jeunesse. Oui. Hein, les manifestations qu'on a pu voir au second tour et lundi dernier, c'est des manifestations d'une jeunesse très gauche radicale. Et qui font aussi pression vis-à-vis des mélenchonistes. Il y a de la porosité aussi. Hein. Donc, moi, je pense que ce rapprochement n'est pas évident du tout. Hein. Il ne sera pas évident aux élections législatives, bien évidemment. Et bon, donc, on voit un rapprochement avec les écologistes, oui, mais ça ne fait pas beaucoup de monde. Hein. Mais je pense que il y a des différences qui sont importantes, quoi, entre disons, l'aile gauche du Parti socialiste et les mélenchonistes. Hein. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de... Voilà, et le rapprochement est plus facile, sans doute, avec le Parti communiste, hein, parce qu'il est historiquement institutionnalisé. Mais bon, donc je ne vois pas venir ça, moi, ce rapprochement-là. Oui. Donc on a en fait en plus très peu de temps avant les législatives, il y a 4 semaines, donc effectivement on imagine mal les choses bouger si vite, sans doute que ça va demander beaucoup plus de temps, qu'il faudra plus de temps. Voilà. Et peut-être aussi parce que vous avez parlé des écologistes, c'est aussi justement ces questions-là, c'est-à-dire elles ont été portées par Jean-Luc Mélenchon très fortement, par Benoît Hamon qui était associé à Yannick Jadot. Et là, alors là, maintenant, on a l'impression que c'est complètement oublié. Donc ça aussi, quel va être l'avenir de ce courant, c'est un peu compliqué. Oui, disons que... Oui. MAM, n'y a-t-il pas une place pour une recomposition socialiste du type gauche hamoniste? Oui, mais ça ferait 3 courants, voire un courant mélenchoniste, un courant hamoniste et un courant macroniste. Hein. Et donc, oui, on peut se dire, voilà, il y avait 3 droites en France, hein, on parlait de 3 droites, il y aurait les 3 gauches en France. Le problème, c'est que si on reste avec ce mode de scrutin, ces gens-là doivent s'entendre. Nous doivent voter les uns pour les autres, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de socle commun. On peut tout à fait avoir ces courants constitués, mais il faut qu'ils puissent, d'une part, et c'est pas gagné encore, il faut qu'ils puissent voter pour les mêmes candidats, avoir un programme de gouvernement s'ils veulent aller au gouvernement, etc. Et clairement, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour nous. Alors ça pourrait changer si le mode de scrutin évoluait, puisque Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de mettre en tout cas au moins une dose de proportionnel par rapport au scrutin majoritaire à 2 tours qu'on connaît. Là, évidemment, ça ferait bouger beaucoup de choses. Voilà, je pense que ça ferait on sent qu'il va quand même... Il s'achemine vers ça, quand même. Alors, est-ce qu'il va tenir sa promesse? Parce qu'après, ça dépend aussi, est-ce qu'il aura sa majorité ou pas sa majorité? Oui, c'est ça, est-ce qu'il y aura intérêt ou pas? Voilà. Mais c'est vrai que je pense que oui, il peut y avoir un courant de gauche autour de Benoît Hamon, mais qu'est-ce qu'il représenterait, quoi? S'il représente 10%, voilà, si on a... c'est pas beaucoup.
Alors si d'ailleurs à terme il y avait un peu de proportionnel qui était à mener, et d'autre part si Emmanuel Macron était obligé de trouver des majorités sur ses différents projets, des majorités d'idées, là on serait dans un fonctionnement de la Ve République quand même tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a connu ces dernières décades. Ah oui, là on est... bon, il y a plein d'autres pays européens qui fonctionnent comme ça, hein, donc mais ça veut dire d'une part pas le même rôle vraiment de chef de camp du président de la République, Oui. Hein, ça veut dire un autre rôle. Bon, Emmanuel Macron semble dire qu'il veut aller dans ce sens-là, mais en même temps il est un peu jeune pour vraiment inaugurer les chrysanthèmes, etc. quoi. Donc on se dit, voilà, et ça veut dire un autre système institutionnel quand même. Oui. Et on passerait à quelque chose d'autre, y compris avec, comme en Allemagne, hein, des coalitions, quelquefois de la grande coalition, quelquefois de la petite coalition, avec des partis qui sont des partis pivots et qui peuvent faire l'appoint à une coalition et une autre. Voilà. On n'y est pas encore. Alors c'est ce qu'on disait en commençant, c'est vraiment une période très passionnante qui s'ouvre. On aura certainement l'occasion de reparler de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce live ce matin. Merci à vous de votre attention et certainement à bientôt, puisque évidemment en perspective des législatives, on aura probablement l'occasion de se retrouver pour continuer à commenter la situation politique. Bonne journée.